L'examen du genou doit toujours être précédé par un interrogatoire soigneux. Il doit être systématique et comparatif. L'examen du genou est fait successivement debout, à la marche, puis allongé. Examen debout. On apprécie le morphotype. On dit que les membres inférieurs sont normaux axés lorsqu'à l'inspection de face, la rotule de face, les malléoles internes et les condyles fémoraux se touchent. On parle dans ce cas de genou varum, car il existe un écart entre les condyles fémoraux et de genou valgum lorsque les malléoles internes restent à distance. Les écarts sont mesurés en travers de doigts. Examen de la marche. On apprécie l'angle du pas, qui correspond à l'angle formé entre l'axe du pied et le sens de la marche. Habituellement, cet angle est ouvert en dehors et sa valeur est de 10 à 15 degrés. Cet angle est symétrique. On recherche également une décoaptation ou bascule en varus lors de l'appui monopodal. Cette décoaptation est exceptionnellement volontaire. La bascule en varus est très rarement observée chez le sportif. Jusqu'à présent, seule l'écoute attentive et l'inspection nous ont fourni des renseignements cliniques. Le patient est maintenant allongé. Pour des raisons didactiques, il nous paraît intéressant de scinder cet examen en 4 temps. Premier temps, l'aspect général. Ce premier temps a la même valeur pour l'examen du genou que l'ont la température et le pouls pour l'examen général. Il permet en quelques instants, lorsque l'on retrouve un des signes suivants, d'affirmer qu'il existe une souffrance réelle et organique du genou. La recherche du flexum. Le patient est couché sur le dos, relâché. L'examinateur approche ses 2 talons et les soutient surélevés à 10 cm du plan de la table d'examen. Les amplitudes de ce patient, qui avait une flexion complète, sont de 0, 15, 140 degrés pour le genou droit. Pour ce patient, qui présente un récurvatum de 20 degrés, les amplitudes sont de 20, 0, 150 degrés. La recherche d'un épanchement. Les 2 index posés de part et d'autre de la rotule, le pouce et les 3 derniers doigts chassant le liquide vers la rotule, la pression de l'index recherche le choc rotulien. La rotule, qui tout d'abord s'enfonce sous la pression du doigt, vient brusquement buter contre la trochlée, produisant un choc. Lorsque l'on relâche la pression, la rotule remonte comme le ferait un glaçon. La présence d'une amyotrophie est également recherchée. Toute amyotrophie du quadriceps se traduit par une amyotrophie du vaste interne. Deuxième temps, l'appareil extenseur. On recherche l'existence, d'une part, de points douloureux du versant interne ou externe de la rotule. Ceci n'a de valeur que si la douleur est reconnue par le patient. Mais aussi l'existence d'une bascule rotulienne. L'examinateur prend le bord de la rotule entre pouce et index et précise ainsi l'axe rotulien. L'axe rotulien est normalement peu différent du plan horizontal correspondant au plan de la table. Une appréhension. Le simple fait de pousser sur le bord interne de la rotule vers le dehors, le genou étant étendu et relâché, entraîne une appréhension et non une douleur. Le signe de Smiley est très souvent positif en cas de rotule haute. Une baïonnette. L'exagération de l'obliquité du tendon rotulien est évaluée cliniquement par la mesure de la baïonnette et objectivée au scanner par la mesure de la TAGT, distance entre la tubérosité tibiale antérieure, TA, et le fond de la gorge trochléenne, GT. Course anormale de rotule. Dans les instabilités rotuliennes objectives sévères, voire majeures, on peut observer une trajectoire disharmonieuse de la rotule. La situation la plus fréquente est alors une position externe de celle-ci lorsque le genou est en extension, avec un recentrage brutal vers le dedans dans la gorge trochléenne, tandis que l'on fléchit le genou. Cette course rotulienne peut être aussi étudiée en flexion-extension active,
lorsque le patient est au bord de la table. C'est le G-sign des anglo-saxons. Poser la main sur le genou lors des mouvements de flexion-extension permet une véritable auscultation du genou. On recherche ainsi le signe du rabot, qui est au mieux mis en évidence lors des mouvements de flexion-extension active. Troisième temps, l'examen des ménisques. L'examen est réalisé genou fléchi à 90 degrés. L'examinateur, assis sur le pied du patient, palpe l'interligne interne, les douleurs étant le plus souvent à la partie postérieure de l'interligne. L'interligne externe est palpée en position de cabote, les douleurs étant réveillées à la partie antérieure, moyenne ou postérieure. Parfois, on peut ressentir une corde roulant sous le doigt au-dessus de l'insertion du ligament latéral interne. C'est une plica ou repli synovial situé à la face interne du genou. Le test de McMurray réveille une douleur avec un claquement inconstamment perçu. Le grinding test est recherché en décubitus ventral, genou fléchi, la compression en rotation externe, puis interne, peut réveiller une douleur signant respectivement une lésion méniscale interne ou externe. La même manœuvre, sans compression, teste plutôt les formations ligamentaires. Le signe de cabote. Le genou est fléchi, talon reposant sur le genou contralatéral. Le compartiment externe est mis en distraction par la pression sur le versant interne du genou et réveille la douleur externe. Le kyste du ménisque externe siège sur l'interligne externe. Il est parfaitement visualisé en semi-flexion. Il disparaît en hyperflexion, réapparaît lorsque l'on étend progressivement le genou et disparaît lors de l'extension complète. Le ressaut méniscal. Chez l'enfant, un ménisque externe mal formé est à l'origine d'un mouvement anormal en flexion ou en extension forcée. Ce mouvement anormal est appelé ressaut méniscal. Il est parfois audible. Quatrième temps, la recherche d'une laxité. On recherchera successivement les 7 tests de laxité. L'examen doit être comparatif. Un jeu articulaire est normal, un jeu asymétrique est anormal. La laxité frontale en extension. Ce test, lorsqu'il est positif, que ce soit en valgus ou en varus, affirme une rupture périphérique interne ou externe. Une laxité en extension, surtout interne, doit faire rechercher une rupture du ligament croisé postérieur. La laxité frontale à 30 degrés de flexion. Une laxité en valgus flexion et en rotation externe ou valfée témoigne d'une lésion du ligament latéral interne, alors que le mouvement en varus, flexion et rotation interne ou varfie, explore les formations externes. Le ligament latéral externe est très bien palpé en position de cabote où il est tendu comme une corde. Cet examen doit être comparatif. Le récurvatum asymétrique, s'il est important, signe une rupture des coques postérieures. On peut néanmoins observer un léger récurvatum en cas de rupture du ligament croisé antérieur. Le tiroir antérieur à 90 degrés de flexion ou tiroir direct. Le tiroir direct signe une rupture du ligament croisé antérieur. Pour qu'il s'exprime, il faut une lésion concomitante des formations périphériques, en particulier du point d'angle postéro-interne ou du ménisque interne qui, en flexion à 90 degrés, forme une cale s'opposant à la translation tibiale antérieure. Le tiroir postérieur à 90 degrés de flexion. Il signe une rupture du ligament croisé postérieur. Parfois, la rupture est chronique et il existe un avalement de la tubérosité tibiale antérieure, bien visualisé de profil à jour frisant. Dans ce cas, on ne retrouve le tiroir postérieur qu'après avoir réduit les plateaux tibiaux sous les condyles. On recherche également une hyperrotation externe.
La rotation externe en procubitus est augmentée à 30 et 90 degrés. Le test de Trial-Lachman ou translation tibiale antérieure proche de l'extension genou déverrouillée. En extension, c'est le ligament croisé antérieur qui s'oppose à la translation tibiale antérieure. Une translation tibiale antérieure de quelques millimètres peut se produire. Normalement, cette translation se trouve arrêtée brusquement par la mise en tension des fibres du ligament croisé antérieur. Cet arrêt brutal, ressenti par le patient, correspond à l'arrêt dur. En cas de rupture du ligament croisé antérieur, il n'existe pas d'arrêt dur, mais une translation antérieure augmentée avec un arrêt mou lié à la mise en tension progressive des formations périphériques. Le ressaut en extension ou test de 2 jours. L'action opposée des deux mains induit une translation tibiale antérieure, possible si le ligament croisé antérieur est rompu. C'est en exerçant une pression axiale, en compression et en valgus avec son tronc, que l'examinateur fléchit le genou du patient. Lorsqu'il existe une rupture du ligament croisé antérieur, il se produit une réduction brutale du plateau tibial externe, perçue comme un ressaut par le patient et l'examinateur. Depuis les journées du genou de 1987, nous insistons sur la recherche de la raideur des ischio-jambiers, jambes tendues et hanches à 90 degrés de flexion. La raideur du droit antérieur se recherche en procubitus, en amenant le talon sur la fesse, hanche en extension. Lorsqu'il existe une raideur, le talon ne peut pas atteindre la fesse. Il existe une distance entre le talon et la fesse qui est mesurable. Cet examen doit être comparatif. On profitera de cette position pour rechercher un kyste poplité. Cet examen doit s'intégrer à l'examen général du patient et il faudra en particulier toujours penser à examiner la hanche qui peut être responsable de gonalgie. L'examen sera complété par un bilan radiographique qui devra comporter au minimum 3 incidences: face et profil en appui monopodal et vue axiale des rotules à 30 degrés de flexion. Enfin, l'examen peut déboucher sur des examens complémentaires en fonction de l'orientation étiologique. La ponction d'un épanchement permettra d'en préciser la nature mécanique ou inflammatoire. Les examens biologiques sanguins, vitesse de sédimentation, numération formule, protéines C-réactives, permettront de faire le bilan du genou inflammatoire. Des examens plus complexes seront réalisés à la demande, tels que scintigraphie, scanner, arthroscanner, IRM, rarement arthroscopie et biopsie. Le regroupement de ces différents symptômes permet de définir quelques grands syndromes. Laxité antérieure isolée, manœuvre de Trial-Lachman positive, ressaut positif. Laxité antérieure évoluée, outre ces 2 signes positifs, tiroir antérieur direct positif. Laxité postérieure caractérisée par 4 signes. Arrêt dur retardé à la manœuvre de Trial-Lachman. Absence de ressaut. Tiroir postérieur positif à 90 degrés. Avalement de la tubérosité tibiale antérieure. L'instabilité rotulienne objective, ou IRO, signe de SMILI positif. La course anormale de rotule est un signe d'instabilité majeure. Lésion méniscale interne, idarthrose, point douloureux méniscal interne, manœuvre de McMurray positive, avec un claquement inconstant, grinding test positif.